C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à ce magazine BB1. BB1 est une émission, en tout cas, qui vous permet de connaître, d'en savoir un peu plus, de découvrir tout sur la femme congolaise, mais encore un peu plus sur les femmes qui bougent. Oui, celles qui agissent, celles qui font des choses. En tout cas, je suis très content de savoir que vous êtes toujours devant vos postes téléviseurs ou encore devant vos téléphones sur Internet, devant vos ordinateurs ou encore chez... Comment vous faites pour découvrir BB1? Sachez très bel et bien que nous sommes très heureux, en tout cas parce que nous allons passer un moment de bonheur comme d'habitude. Coronavirus, toujours dans ce monde, coronavirus, toujours en RDC, mais nous faisons l'effort pour vous informer, nous faisons l'effort pour vous faire voir qu'il y a des femmes qui continuent à agir, il y a des femmes qui continuent à bouger. Mais pour ceux qui savent, dans cette émission, nous ne recevons pas que des femmes, nous recevons les hommes qui ont... un savoir, qui ont un plus à apporter, qui ont une expérience, mais aussi qui sont sur le terrain pour appuyer, pour engager, pour employer, pour aider la femme à devenir leader, à avancer, à réussir. Et donc, c'est pour ça que sur ce plateau, comme d'habitude, j'ai des invités, une co-présentatrice et les publics. Donc, pour ce numéro, je préfère que tout le monde commence par s'applaudir pour sa présence. Donc, s'il vous plaît, applaudissez pour vous-même. Et oui, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Partout où vous nous suivez, que vous soyez au Gabon, en passant par le Mali pour arriver au Sénégal, B1 Télévision, on nous suit en Afrique du Sud, Mbandaka, Gemena ou encore en Australie, on nous suit en France, aux États-Unis, un peu partout. Vous serez sûrement nombreux à nous suivre, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, sur Internet ou encore à la télévision. Je ne suis pas seul comme animateur, j'ai une co-présentatrice, elle s'appelle Natacha Mala. Donc, Natacha, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va, toujours aussi belle. Merci. Toujours aussi bien habillée. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour ma co-présentatrice? Elle est swag, non? Alors, Natacha, nous avons beaucoup d'invités ce soir. Aujourd'hui, on a plus de 4. Notre première invitée, il s'agit bel et bien de Madame Tissia Mukuna. Bonsoir. Bonsoir. Très belle ce soir. Merci, je suis ravie d'être là. Ok. Stylée aussi, hein? Merci. C'est quoi ces trucs-là? C'est le style. Le style. Oh, on l'applaudit, non? Quand même. Alors, Madame Tissia, vous êtes entrepreneur. C'est ça. Et vous êtes dans beaucoup de secteurs en même temps. Effectivement. Le café, principalement, avec un café 100% quinoa. Je pense que je pourrais en parler à un moment donné. Oui. La plantation se trouve à Kinshasa, donc c'est la petite fierté en ce moment, mais aussi des salles des fêtes à Kitambo. Ok. Et aussi des vivres frais. Également boucheries. aussi des vivres frais, des boucheries, des épiceries. Beaucoup de secteurs, effectivement. On accueille Madame Tissia sur vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. On continue? Oui, après, nous avons Madame Sarah Boufima. Bonsoir, Madame Sarah. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Très classe aussi ce soir. Merci. Alors, Madame Sarah, vous êtes aussi entrepreneur? Oui, mais à la base, je suis juriste de formation. Ok. Après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant un média pour femmes. Donc, j'aurai certainement le temps d'en parler en long et en large durant l'émission. Ok. C'est quoi? Il s'appelle comment votre média? Le média s'appelle Go Ladies. Ok. Mais après, je travaille également sur un projet axé sur la jeune fille et le digital qui s'appelle Bibi Digi. Et donc, ce sont les deux domaines dans lesquels je travaille actuellement. D'accord, merci. On applaudit aussi très fort pour Madame Sarah. Bienvenue. La suivante, Madame Laetitia Mbayo. Bonsoir, Madame Laetitia. Bonsoir. Très jolie. Merci. Alors, Madame Laetitia. Très classe aussi, hein? Merci. Et très souriante. Dans les simples. Madame Laetitia, vous êtes entrepreneur aussi? Oui, je suis entrepreneur. Je suis agent immobilier d'abord. Ok. Et en dehors de ça, je suis entrepreneur dans les secteurs de la transformation et du recyclage. Intéressant. Merci beaucoup. On applaudit pour la Madame clame. Laetitia. Merci.
Alors, le seul homme qui est sur ce plateau, comment il s'appelle? C'est Monsieur Aristote Ikwa. Bonsoir Monsieur Aristote. Bonsoir Madame. Ok, vous êtes aussi entrepreneur? Oui, je suis entrepreneur dans le secteur du transport notamment. Okay. Mais à part l'entrepreneuriat, je suis coordonnateur d'un programme qui s'appelle YouthCom de l'ICANN International, qui est axé sur la gouvernance mondiale d'Internet. Voilà. Waouh. Merci, on applaudit pour Monsieur Aristote. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que vous avez certainement une petite idée sur nos invités, mais vous allez encore en découvrir plus tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, comme dans chaque BB One, nous avons un sujet. C'est une question, celle de savoir l'RDC après 60 ans. Femmes, entrepreneuriat, business, leadership, rêve ou réalité? C'est une question très importante qu'on se pose. On peut se la poser d'une façon ou d'une autre, mais ça revient au même. Et avec elle, avec eux, nous allons essayer de comprendre un peu ce qui avance, ce qui n'avance pas, ce qui bloque et ce qui ne bloque pas. Donc nous allons bien sûr être avec Nacha à poser des questions. Exactement. Et donc ce sera moi qui va commencer. Je commence par vous. Oui. Alors, entrepreneur. Depuis quand cette mouche vous pique? L'entrepreneuriat depuis toujours, à vrai dire. Quand j'étais petite avec ma sœur, on vendait des glaces, on faisait nos glaces nous-mêmes et on vendait les glaces aux voisins. Donc, on avait, elle aussi est entrepreneur. Et donc, j'ai toujours eu ce désir de trouver mon propre métier, trouver ma propre voie. Et il faut dire aussi que j'adhère difficilement aux rêves des autres. Okay. J'aime être porteur de rêves et porteur de projets. Okay. Donc l'entrepreneuriat, on va dire, c'est de tout temps. Je comprends, je reviens un peu chez vous. Alors, il y a quelque chose de très important que je veux savoir, c'est que la femme et le digital, ce n'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Bibi Digi, l'idée vous vient comment? Déjà, en fait, je suis manager du projet, donc c'est un projet qui est porté par une entreprise de communication. Okay. Et je manage le projet depuis plus d'1 an maintenant. Okay. On est justement parti de ce fait parce que le digital, c'est un domaine indispensable. Aujourd'hui, on ne sait plus parler de développement sans numérique, sans digital. Et la femme étant porteur de vie, porteur de développement, elle est donc censée s'approprier de cet outil pour participer au développement de la nation. Si la femme ne sait pas utiliser le digital, si elle ne sait pas faire usage des outils numériques, elle sera à côté de la plaque parce qu'aujourd'hui, la plupart des métiers touchent le numérique. Si tu ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, tu ne sais pas gérer les pages, tu ne sais pas ce que c'est la communication digitale et même tant d'autres domaines liés au digital, et bien vous allez passer à côté de plusieurs opportunités. Ouais. Donc avec Bibi Digi, l'objectif c'est de sensibiliser la jeune fille congolaise pour lui dire que tiens, il faudrait que tu t'intéresses au digital parce que le digital en fait c'est l'avenir et la femme c'est l'avenir, donc les deux vont de pair. Bien dit. On revient un peu chez vous, Aristote. Et donc, moi, j'aimerais savoir, elle vient de parler d'un programme qu'elle gère, Bibi Digi. J'aimerais vraiment avoir une petite idée par rapport à ce que vous gérez ici. Et c'est vrai que vous bougez un peu à l'extérieur du pays par rapport à tout ce qui est digital. Mais je veux d'abord qu'on reste ici en RDC. Est-ce que les femmes, elles sont aussi partantes que les hommes, par exemple, pour tout ce qui est lié au numérique? Merci beaucoup Yoshi pour la question. Je vais commencer par répondre à la première. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? En fait, YouthCom, c'est un programme de l'ICANN International. L'ICANN, c'est une entreprise américaine qui s'occupe de la numérotation et d'attribution des noms de domaine sur Internet. Okay. Et YouthCom, c'est un projet en fait destiné pour les pays en voie de développement, les pays du tiers-monde, comme la RDC en l'occurrence. L'objectif premier de ce programme, c'est justement sensibiliser ces jeunes de 18 à 35 ans sur toutes les questions liées à la gouvernance mondiale d'Internet. Ça, c'est l'objectif général. Okay. Mais s'agissant de la RDC, il y a un volet en fait que l'ICANN est en train de réfléchir pour intégrer, c'est sur les femmes justement. Okay. C'est sur les femmes. Pourquoi? Parce que statistiquement, il y a beaucoup plus d'hommes qui utilisent Internet et les femmes, évidemment, elles viennent, mais statistiquement, elles sont faibles. Elles utilisent la cuillère. Non, elles utilisent aussi Internet, mais elles sont minoritaires dans cette sphère. Vous voyez? Et généralement, ceux qui utilisent cet outil indispensable des temps modernes ne sont pas suffisamment préparés. Genre, ils ne savent pas quels sont les méfaits et les dangers qui sont dans le secteur
d'Internet d'une façon générale. Donc le deuxième volet en fait du programme qui arrive en RDC, c'est justement cibler ces femmes-là. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas cibler toutes parce que le pays il est grand, mais on va faire de notre mieux pour cibler la majorité afin de mieux les conscientiser et de les préparer pour voir comment est-ce qu'avec Internet, elles peuvent d'abord gagner leur vie, elles peuvent utiliser ça à d'autres fins. Parce qu'il y a celles... C'est former par exemple. Les former exactement, parce que celles qui utilisent maintenant, hélas, bon c'est vrai, il y a celles qui utilisent pour des fins commerciaux, mais il y a certaines qui utilisent, qui ne comprennent pas encore le bien fondé des nouvelles technologies. Donc nous, le second volet qu'on va introduire, c'est ce volet-là. Voilà. Alors, monsieur Aristote, oui, madame. Dites-nous, monsieur, par rapport à ce projet, vous avez défini une tranche d'âge de ces femmes parce non, que de ces jeunes d'une façon générale. Les jeunes? Oui, d'une façon générale. Les jeunes femmes, disons. Bon, de 18 à 35 ans, oui, puisqu'ici on parle femmes. Voilà. Ok, voilà. merci. Et donc, je reviens un peu chez Ticia. On va un peu parler de ce café parce que je pense que c'est peut-être l'un des premiers cafés congolais, peut-être qu'il y en a eu. Mais tant que c'est une idée de femmes, les femmes, entre femmes et café, je pense qu'il y a une distance, c'est le thé. Et comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée au départ est venue du fait que je voulais valoriser notre terroir congolais. Okay. Je voulais vraiment qu'on puisse être fier d'un produit phare qui pousse ici. On connaît la Chine pour son thé, la France pour son vin, et pourquoi pas le Congo pour son sous-sol aussi. Et le café en fait partie. Ouais. Alors, le challenge, c'était surtout de faire pousser le café à Kinshasa, parce que la plantation est à Kinshasa. Okay. On sait tous que le café au Congo, en général, c'est plutôt à l'est. Oui. Et donc là, c'était un pari réussi, vu qu'on a réussi à avoir une plantation sur 20 hectares avec nos caféiers. Et puis, on aimerait s'étendre, faire un jour de la citronnelle, du cacao, et vraiment valoriser le terroir congolais. Okay. Très bien dit. Merci beaucoup, Madame Ticia. Très bien dit. Je pense qu'on devrait passer à Madame Laetitia qui n'a encore rien dit. Elle risque de croire qu'on ne la voit pas. Et tout. Allez-y. Alors, on la voit. Alors, Madame Laetitia... On s'est contenté de son sourire jusque-là. Bon, allez-y. Madame Laetitia, dites-nous s'il vous plaît, Madame, d'où est venue cette idée de pouvoir recycler au fait les ferrailles? Ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours pensé à mettre en place un projet pour redonner un peu une nouvelle vie, une seconde vie à tous ces matériaux. Parce que c'est des choses qui sont déclassées dans des entreprises, par exemple, mais après, comme on voit dans la rue, il y a des gens qui jettent et tout. Alors, j'ai pensé à redonner une seconde vie à ces matériaux, raison pour laquelle je me suis intégrée dans ces secteurs-là. Et c'est depuis combien de temps que vous avez eu cette idée? Ça fait bientôt 2 ans que je travaille sur ce projet. Okay. Ce n'est pas du tout facile, surtout être une femme à la tête et travailler avec beaucoup d'hommes. Et surtout que c'est un secteur qui est vraiment masculin. Et voilà, c'est pas du tout facile. Justement. Alors, on va aller un peu sur les difficultés que chacun ou que chacune rencontre. On commence par vous, justement. Vous prenez du fer, que ce soit les déchets dans les routes ou dans les parcelles, vous achetez et vous revendez pour que ça soit transformé en fer par des sociétés ou par vos partenaires? Oui, je suis un peu une version professionnelle des jeunes qui passent dans la rue. Ma bendette, je suis un peu une version professionnelle parce que moi, je prends dans des entreprises, des grands garages. Je prends là et ensemble avec mon équipe, s'il y a des choses à découper, nous découpons avec de chalumeau, l'oxygène, le gaz. Nous découpons afin de livrer à notre partenaire qui est Fameco. Eux, ils sont dans la transformation de ces mitrailles en barres de fer. Les difficultés? Ça a été très difficile, d'abord en termes de confiance, parce que c'est des entreprises... Pardon? Ça ne l'est plus. Vous avez dit ça a été... En fait, c'était difficile au début. Ok. Maintenant, c'est genre... non, ce n'est pas facile. Make it trend, make it trend. Ah non, pas du tout. On l'acclame, hein, on l'acclame. Allez-y. J'ai dit qu'au début, c'était très difficile parce qu'il fallait d'abord m'affirmer. Vous voyez, voir une jeune fille de 23 ans débarquer dans une société, dire que tiens, je peux faire ça, je peux faire ça. Et les personnes s'est dit, oh, non, c'est du sérieux là. Donc, il fallait d'abord apprendre à
discuter avec les gens, savoir comment gagner les marchés, mettre en place un business plan et tout. C'était vraiment compliqué, mais avec le temps et avec l'aide des incubateurs comme Youthcom et avec la plateforme Goledis Magazine de Madame Sarah Bompima, ils m'ont aidé vraiment à pouvoir m'en sortir et à révéler en fait mon identité, à savoir m'affirmer dans ces secteurs-là, parce que comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui rapporte et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait des familles qui se nourrissent chaque jour, vous voyez. Je travaille avec à peu près 5 hommes qui sont à ma charge et il faudrait assurer qu'il y ait toujours des marchés, il faudrait continuer, il faudrait mettre en place des stratégies de communication. Et raison pour laquelle je disais tout à l'heure merci à Youthcom et à Goledis Magazine de Madame Sarah Bompima. Bien dit. Alors, les difficultés. Déjà par rapport au digital, comme Aristote l'a souligné tout à l'heure, il est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans notre pays, les femmes ne s'intéressent pas trop aux nouvelles technologies. Je crois que c'est avec le confinement que les gens ont commencé à comprendre l'importance du digital. Parce qu'on n'avait plus que ça. Oui, parce qu'on n'avait que ça en fait, oui. Télévision, c'est Novella, c'est... Oui, donc on n'avait que notre téléphone, en fait, notre ordinateur pour les réunions, pour les conférences et tout ça. Ouais. Et donc la difficulté au départ, c'était de dire à la jeune fille, de faire comprendre à la jeune fille que tiens, le digital, c'est très important. Et je me rappelle la première conférence, il n'y avait pas assez de femmes, parce que en fait, c'est en plus les hommes qui s'intéressent facilement, c'est eux qui sont beaucoup plus partants que les femmes. La deuxième conférence à l'UNIKIN, c'était... c'est vrai que là, on a quand même eu beaucoup de femmes, il y en a plusieurs aussi qui ont adhéré pour devenir ambassadrices, mais après, il fallait continuer à marteler. Quand il y a des annonces, par exemple, c'est plus les hommes qui écrivent inbox pour demander c'est quand, comment faire pour participer. Il y avait de moins en moins des femmes. Et donc, avec le confinement, on a vraiment... Des gens ont commencé à comprendre l'importance des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu un post d'un ami qui organise une formation la semaine prochaine qui disait en fait, il a dit bizarrement, j'ai plus de femmes inscrites que les hommes. Et donc le confinement a quand même commencé à débloquer quelque chose et je pense qu'avec le temps ça ira. En fait, c'est la seule difficulté pour moi en fait. De sensibiliser un grand nombre de jeunes filles. Ok, alors un peu la même question, mais j'ai une petite avant de chuter par celle-là. Avant d'arriver à celle-là, je voulais dire, vous avez fait vos études à l'extérieur. C'est ça. Pourquoi n'avez-vous pas préféré travailler ou investir ou encore lever un business à l'extérieur? Pourquoi avez-vous préféré revenir en RDC pour travailler ici, investir ici? Pour moi, c'est important d'investir dans son pays d'origine. Je me voyais mal essayer de créer de l'emploi ailleurs, alors qu'ici, il y a tant de choses à faire. Et vraiment, je tiens pour important de valoriser son pays. Tout à l'heure, je parlais de terroir, mais c'est aussi le fait de consommer local, c'est de voir d'autres entrepreneurs, d'autres forces et vraiment relever le pays. Et je pense de toute façon que notre économie peut s'améliorer via les entrepreneurs. Parce que c'est les entrepreneurs qui peuvent créer du travail. Laetitia disait justement qu'elle avait 5 personnes à sa charge. Si elle n'avait pas eu cette idée de monter ce business, que feraient ces 5 personnes? Donc vraiment, je pense qu'on a un devoir, quand on peut, d'aider son pays d'origine. Je comprends. Alors, la deuxième question, c'est un peu comme pour tout le monde. Vous avez créé un café. Restons sur le café. Il y a eu des hectares qu'il fallait payer, des cultivateurs qu'il fallait employer pour faire ce travail, peut-être des moissonneurs qu'il fallait. Quelles sont les difficultés que vous avez jusque-là avant d'en arriver à la vente d'abord? Alors, par rapport à ailleurs, comment ça se passe, les achats, l'emploi, etc. Voilà, les manœuvres de personnes qui doivent travailler. La première difficulté, c'était surtout lié à la plantation. Il n'était pas dit que le café allait pousser. Comme j'ai précisé, du café à Kinshasa, c'est plutôt rare. Et parce que c'est un pari gagnant, c'est pour ça que le café s'appelle la quinoise. Donc voilà, ça c'était la première difficulté. Après, c'était d'étendre la plantation, qu'on nous fasse confiance parce que c'est pas évident aussi d'engager comme ça pas mal d'agronomes dans une aventure où ils savent pas si ça va marcher ou pas. Donc que tout le monde accepte le challenge, le défi. Et puis, mais la principale difficulté que j'ai encore aujourd'hui, c'est surtout sur l'industrialisation de la quinoise.
Hein, le manque de machines agricoles, industrielles, le courant qui peut parfois ne pas être stable. Donc tout ça, c'est vraiment un frein pour l'instant. On y travaille. Comprends. D'accord. Alors, Nacha, je me rends compte que tu as demandé toutes les difficultés aux dames, mais pas à Monsieur Aristote. Alors, Monsieur Aristote, dites-nous quelles sont vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez. Et bon, je pense que dans votre entreprise, vous travaillez aussi avec des femmes et des hommes, n'est-ce pas? Alors, vous pensez que ils travaillent de la même façon? Vous pensez qu'il y a une différence entre la manière de travailler des femmes et des hommes? Sincèrement, il n'y a pas une différence sur la manière de travailler des hommes et des femmes, parce que ce qui prime dans le travail, c'est la méritocratie. Donc on ne se base pas sur des critères quelconques pour pouvoir recruter, mais on se base sur la méritocratie. Donc les femmes qui travaillent avec nous, il y a certaines, moi je l'avoue, elles sont plus performantes que les hommes qui sont avec nous. Ça c'est un fait et c'est quelque chose que je confirme. D'ailleurs, Sarah qui est là et Laetitia sont des partenaires attitrés. On travaille sur certains projets avec elles. Et j'aimerais revenir sur les difficultés. Vous savez, je vais un peu me projeter dans le temps. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs révolutions. Aujourd'hui, on est en pleine révolution numérique. C'est-à-dire que le digital est en train de transformer le monde dans lequel nous vivons. Rien qu'en voyant ceux qui sont riches, actuellement, ce sont des gens qui évoluent dans ce secteur-là. C'est-à-dire que nous, pour développer notre pays, moi je suis persuadé à 100% qu'il faut passer par le digital. Et il faut inclure les femmes dans le processus. Parce que dans tous les pays du monde, on enlève le digital où il y a eu une évolution quelconque, les femmes ont toujours été là. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas intégrer les femmes dans le processus de numérisation du pays, ça sera compliqué de décoller. Bon, c'est vrai que le gouvernement s'y essaie, il y a beaucoup de projets avec le plan numérique qui est là. Et il y a quand même cette volonté-là d'introduire des femmes. Et il y a des femmes exceptionnelles comme Madame Sarah, comme il y a d'autres dames dont je tais les noms ici, qui font des choses très très remarquables. Donc moi je suis persuadé que l'avenir est en train d'aller vers le meilleur et qu'on peut encore faire de grandes choses. En dépit des difficultés, là, je me projette déjà dans le futur. Voilà, merci. Alors, j'ai une question avant qu'elle puisse finir. On va revenir envers vous après cette question. C'est sur vous plutôt. Vous avez dit tout à l'heure que vous employez 5 personnes. J'aimerais savoir, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes parmi les 5? Parce que, à ce que je sache, ma bende, pousse-poussière, il n'y a que des hommes. Donc j'aimerais savoir un peu, c'est vrai que ce que vous faites, ça demande du muscle, ça demande une certaine autorité qui va avec la force humaine, mais la question est celle de savoir il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes dans ce que vous faites. Il y a une femme et 4 hommes. C'est vrai que ça demande de la force, mais il n'est pas question de circuler en fait dans les rues comme les font les jeunes. Nous avons des endroits bien précis où nous récupérons tous ces déchets-là, nous les chargeons dans des camions afin de ramener ça vers nos partenaires. Et je voudrais aussi revenir sur la question à savoir si je rencontre encore des difficultés jusqu'à présent, parce que ce qui est vrai, c'est un secteur qui peut vraiment émerger, surtout dans notre pays, parce que nous avons l'habitude d'importer tout. Nous importons tout. Par contre, avec ce que je fais avec mes déchets à moi que je rassemble, par exemple, les aluminiums, nous pouvons fabriquer des ustensiles de cuisine. Il y a du cuivre que je rassemble aussi. Nous pouvons mettre en place des usines de fabrication des câbles électriques et consorts. Tout ça, ça va faire en sorte qu'il y ait de la main-d'œuvre dans le pays. Vous voyez? Alors, nous avons un grand challenge parce qu'il faudrait qu'on soit à mesure d'attirer les investisseurs qui viennent investir ici. Je veux vous donner un exemple. Si il y a des sociétés où il y a des batteries déclassées. Vous voyez, des batteries déclassées, il y a du cuivre et tout. Alors, quand je prends tout ça, il n'y a pas une usine ici sur place qui peut aider à fabriquer quelque chose. On ne peut pas redonner une seconde vie à ces matériaux-là ici. Nous sommes obligés d'exporter ça. Quand on exporte, ça crée de l'emploi dans ces pays-là et puis ils nous ramènent juste les produits finis. Autant nous pouvons faire quelque chose ici. Vous voyez, il y a tous ces déchets-là, ça peut nous servir à quelque chose. Et ça pollue en fait après. Exactement. Donc ça peut nous servir à quelque chose si on était arrivé à mesure d'attirer les investisseurs ou bien de faire en sorte que le gouvernement puisse nous soutenir dans ce projet. Ça va non seulement créer de l'emploi et ça va faire en sorte que les pays puissent encore développer et émerger. Bien dit.
Moi, j'avais une question pour Madame Sarah. Madame Sarah, justement, Monsieur Aristote a témoigné de votre compétence et tout. Ça se voit clairement que vous êtes vraiment une femme leader. Vous êtes vraiment une femme à féliciter. Alors, dites-moi, est-ce que on dit souvent que les femmes leaders, pour arriver où ils ont dû sacrifier beaucoup de choses. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez eu à sacrifier beaucoup de choses pour en arriver là et tout? Bon, déjà, je ne me considère pas être arrivée quelque part parce qu'en fait, dans la vie où Golédis, on en parle. En fait, justement, dès qu'une fois que tu te dis que je suis arrivée, on en parle. En fait, tu vas plus évoluer. Golédis, on en parle. Et on donne des bons témoignages. On l'acclame quand même. Hein. Allez-y. Évidemment, pour évoluer dans la vie, il faut faire des sacrifices. Moi c'est plutôt des nuits blanches. Je fais beaucoup de nuits blanches. C'est des recherches sur Internet. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est pas seulement pour partager ce que je vois ou pour liker, mais c'est vraiment pour être à la recherche des femmes qui font des bonnes choses. Et donc, les tontons aussi. Oui, hein. justement. Les tontons, ça dépend. Ça dépend parce que je pense que c'est également un média pour hommes, mais ça va venir. Et donc, je suis un peu une traqueuse des femmes entrepreneurs. Donc, quand je suis sur Internet, c'est pour voir en fait quelle est cette Congolaise qui émerge. J'ai perdu Ticia. Continuez. J'avais déjà traqué d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est beaucoup de sacrifices, des nuits blanches, des recherches, beaucoup de lectures. Et ça, ce sont vraiment des choses à faire pour évoluer. Tant qu'on ne fait pas de sacrifices, on ne peut pas penser à l'évolution. Aujourd'hui, on envie des femmes qui réussissent, on envie des hommes qui réussissent, mais on n'envie pas leur parcours. On ne veut pas savoir ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. On ne veut pas vivre leurs échecs, on ne veut pas vivre leurs peurs, on ne veut pas vivre tout ce qu'ils ont vécu. Peut-être ils ont vécu... peut-être qu'il y a des gens qui leur ont rejeté, des gens qui n'ont pas cru en leurs rêves. Tout ça, ça fait partie du parcours. Et donc, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour réaliser votre rêve, et donc ça sera compliqué. Surtout en tant que femme, on a souvent des langages comme quoi, qu'est-ce que tu peux faire toi et tout. On est un peu sous-estimé. Tu en fais de trop. Une femme n'est pas comme ça. Exactement. Et tout. Et si vous entendez tout ça, en fait, ça peut... moi, ça m'est arrivé des fois où je voulais vraiment arrêter. Arrêter, par exemple, avec Golédis, je vais vraiment arrêter. Parce qu'on me disait, mais toi, t'es trop dans les trucs des femmes et tout ça, t'es tout le temps femme et tout, t'es féministe, nanana. Et voilà, quoi. Mais en fait, puisque c'est une passion, c'est ce que je veux, en fait. Je veux promouvoir ce que les femmes font. Aujourd'hui, il y a la quinoise. Mais est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on sait qu'en RDC, il y a du café made in RDC? C'est justement pour ça que j'ai créé Golédis, pour que le monde puisse savoir qu'en RDC, il y a des femmes qui font des bonnes choses. C'est pour ça, c'est en fait une passion. Voilà quoi, je vis pour ça en fait. Et donc, s'il faut faire des sacrifices pour ça, je suis prête à le faire. Pas n'importe lequel, en fait, pas à me compromettre. Donc des sacrifices qui sont assez valables, quoi. Bien dit. Je pense qu'on va y revenir. Mais on revient encore un tout petit peu chez vous. Toujours, elle parlait de la quinoise. Une petite question sur ça. Est-ce que le goût est différent du café qu'on consomme ailleurs? Parce que, bon, parfois on veut que quelque chose soit made in RDC, mais que ça soit aussi un peu particulier. Alors, ça ressemble au Congo Bololo, Mondonga? Non. Alors, Likassou? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une façon de boire le café. En fait, le café ne se boit pas comme le Nescafé. J'ai cité une marque, c'est grave. Non, allez-y. Ne se boit pas comme le Nescafé ou d'autres marques importées où on va mettre un peu de poudre, de l'eau et il va être soluble. Normalement, le café nécessite une cafetière. C'est tout un rituel. C'est comme le thé. Donc, si vous êtes vraiment amateur de café, je vous invite à prendre mon café, surtout si vous avez une cafetière ou un filtre. Parce que c'est un café à filtrer. Ça se cuisine? Exactement. Et il faut un filtre. Après, on a une recette, le mochaccino. Là, c'est plus pour les personnes qui n'aiment pas le café. Et là, c'est un mélange de chocolat et de café. Donc, si vous n'êtes pas très café, mais vous aimez bien l'odeur, ce genre de choses, c'est parfait pour vous. Donc, on a su quand même identifier différents types de consommateurs et s'adapter au goût de chacun. Bien dit. Alors, très chers téléspectateurs, spot la quinoise, le café, et on se retrouve juste après. Découvrez la quinoise.
Un café rare, provenant des hauteurs de Mongafula. La quinoise témoigne du savoir-faire congolais. La quinoise, l'arôme du café congolais. C'est toujours votre programme BB1, très chers téléspectateurs. Partout où vous nous suivez, sachez très bel et bien que nous sommes sur ce plateau avec un magnifique public, en tout cas, qui respecte les conditions de la distanciation selon les mesures prescrites par les chefs de l'État et aussi un peu partout au monde. Mais nous sommes aussi avec des invités, bien sûr, qui respectent aussi cette mesure. Alors, avant de recommencer, je veux bien qu'on s'applaudisse encore, parce que les choses se passent tellement bien. Et donc, nous sommes en train d'avancer avec cette émission. Pour l'instant, nous avons compris un tout petit peu ce qu'ils font, ceux qui sont sur ce plateau. Alors, la question est celle-ci, c'est de savoir, 60 ans après l'indépendance, ce qui avance et ce qui n'avance pas. Alors, nous allons commencer par une femme et puis enchaîner. Je viens de ce côté-là, madame. J'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que pouvez-vous nous dire si vous aviez de nouvelles sur votre grand-mère? Elle vit encore? Non, elle ne vit Parlons pas. du côté maman seulement. Elle vit? Elle vit. Elle vit encore? Oui. Non, parlons du côté papa alors. Parlons de celle qui n'est plus. Ok. Est-ce qu'elle a eu à avoir un job? Est-ce qu'elle a eu à avoir un business dans la vie? En fait, ma grand-mère, elle. Au elle 20 était plus été, dans- le bagarre. Et après ma bête. Bien sûr. Allez-y. Elle était dans l'agriculture Ok. quand elle était encore en province. Et ici, elle tenait un dépôt de boissons Ah, qu'elle-même bien. elle gérait. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Elle est morte dans son dépôt là. Passons à maman maintenant. Est-ce que maman entreprend ou c'est une femme de foyer? Maman, elle est entrepreneur aussi parce qu'elle tient une pharmacie. Ok. Elle a une pharmacie et en même temps, elle est aussi ménagère. Oh, super. Alors, c'est ça qui vous a un peu motivé ou l'entrepreneuriat, c'est venu de par votre propre gré, par votre force? Ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours voulu être indépendante financièrement. Et ici, en Afrique, on a tendance à nous dire que la femme ne doit pas trop travailler, elle doit rester à la maison. Il y a son mari qui va travailler et tout, il va commencer à emmener de l'argent et tout. Pourtant, cette façon de réfléchir est déjà révolue. Vous voyez, aujourd'hui, la femme s'affirme de plus en plus. Elle crée des entreprises. Il y a des femmes qui évoluent dans des secteurs comme pas possible, les mêmes secteurs que font les hommes, vous voyez. Donc, je peux dire qu'il y a vraiment une évolution et il y a des femmes qui s'affirment. Il y a des femmes qui osent, en fait. Parce que pour entreprendre, il faut avoir de l'audace. Ouais. Il faut oser. Il faut vouloir changer quelque chose. Je pense qu'il y a quand même de l'évolution jusque-là. Bien dit. Alors, vous, par contre, vous voyagez, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit en Europe, en Asie, etc. Quand vous arrivez, par exemple, dans un festival ou dans une manifestation où on vous invite pour le digital et que vous vous rendez compte du nombre des hommes et du nombre de femmes, qu'est-ce que vous vous dites? En fait, j'ai plutôt été très éblouie l'année passée quand j'étais à la Journée de la femme digitale à Dakar. Contrairement à plusieurs conférences ici à Kinshasa, là-bas, il y avait beaucoup de femmes. La salle était remplie des femmes. Et des femmes qui émergent dans le numérique, qui émergent dans le digital. Et une chose est vraie, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont très, très avancés, très, très éveillés par rapport au digital. J'étais très éblouie, mais j'étais aussi triste en même temps. J'étais triste pour mon pays, j'étais triste pour ce qui se passe dans mon pays, à quel point les femmes sont passives par rapport au digital. Moi, ça m'avait vraiment... voilà, quoi, ça m'a fait mal, en fait. Ça m'a fait mal. Ok, merci Madame Sarah. Madame Titia, dites-nous, comment vous vous sentez quand vous êtes entourée des personnes, pas comme toi au fait, des personnes qui ne pensent pas à entreprendre quelque chose? Comment vous vous sentez face à ces personnes? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas une âme d'entrepreneur.
Comme Laetitia l'a dit, entreprendre, c'est oser, c'est avoir de l'audace. Et cette audace-là, pas tout le monde peut prendre ce risque de l'avoir. Mais ce qui est important, c'est être actif. Donc on peut ne pas être entrepreneur, mais on peut être porteur d'un projet, on peut croire à l'entreprise de quelqu'un, mais en tous les cas, être actif. L'année dernière, non, à vrai dire, en début de cette année, je devais organiser une colloque, un forum de discussion qui s'appelle Moi si à Congo, où on avait différentes femmes. Pour les citer, il y avait Madame Yvonne Bala, par exemple, qui est la PDG de Perenco. Il y avait Madame Marie-Chantal Kaninda, qui est la PDG de Glencore. Donc ce sont des femmes fortes qui font des métiers d'hommes, PDG dans des secteurs comme le pétrolier, les mines. Et c'est important pour moi qu'elles interviennent et qu'elles parlent aux jeunes universitaires pour leur dire « vous pouvez devenir autre chose, vous pouvez aller plus loin ». Les femmes que je viens de citer ne sont pas entrepreneurs, ce sont des PDG. L'entreprise existait déjà, mais elles sont actives et elles restent dans l'action. Donc, on n'est pas obligé d'être entrepreneur, mais on doit être actif. On doit être indépendant, on doit croire en ses rêves et on ne doit pas se laisser diminuer ou sous-estimer. À vrai dire, moi je trouve au contraire que quand je me fais sous-estimer, ça me motive à prouver le contraire. Vous me sous-estimez aujourd'hui, vous allez voir demain. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et on passe chez Monsieur Aristote. Monsieur Aristote, dites-moi, que pouvez-vous dire à cette jeune femme qui est en train de vous suivre là-bas, que si elle a besoin d'un conseil pour pouvoir s'épanouir et se développer dans la vie, qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? Comme conseil, je vais commencer d'abord par la dire qu'il est judicieux de pouvoir croire en soi-même. Et de pouvoir se donner... Ça va un peu dans le même sens que ce qu'a dit Exactement, et de pouvoir se donner les moyens de pouvoir atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qu'on remarque aussi dans notre société? C'est que la plupart des jeunes femmes qu'on voit ici, elles n'ont pas d'objectif clair par rapport à leur vie. C'est ça le problème. Et tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses qu'elles ne grandissent pas avec une éducation du leadership ou... Moi, je pense que ça émane en fait d'où elles viennent. Parce que la colonne vertébrale d'une nation, c'est la famille. Et vous voyez que la plupart de nos familles sont encore ancrées dans des traditions, comme Madame Laetitia l'a si bien dit, qui sont révolues pour l'époque où nous sommes. C'est-à-dire pour certains pères, certaines mères, en fait, la femme est là. Il y a même des familles qui refusent d'envoyer leurs enfants, filles notamment, à pouvoir aller loin dans les études universitaires. Parce que ces familles estiment que ces filles sont censées trouver un bon mari pour se marier, alors que c'est révolu. Aujourd'hui, moi je suis persuadé, d'ailleurs, l'un de mes premiers emplois a été de travailler pour un réseau d'affaires belgo-congolais qui s'appelle Femboss, qui est très actif. J'étais chargé de communication à l'intérieur. Moi j'ai toujours été persuadé, c'est d'ailleurs le combat que j'ai toujours eu avec mon père, parce que mon père il est de cette race-là qui n'aime pas que les femmes travaillent. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est la seule difficulté que j'ai avec lui. Donc pour lui, la femme c'est la maison, les enfants, c'est tout. Donc moi, j'ai toujours été persuadé au plus profond de moi que le développement de notre pays que nous aimons tant et que nous chérissons, ça passe par les femmes, justement. Tant que ces femmes-là ne sont pas préparées, tant que ces femmes-là ne sont pas formées, quel que soit, on va jamais avancer. Yoshi, c'est l'un des rares hommes qui met en avant la femme. Il est quand même à féliciter. On l'applaudit quand même. Très bien dit. Alors, je vais encore revenir un peu sur vous. Moi, j'aimerais savoir, quand vous quittez l'étranger, vous revenez vous installer ici pour investir, sans savoir ce qui vous attend et ce que vous allez rencontrer, et que vous vous installez finalement, aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, par rapport à ce que vous avez vécu à l'extérieur, est-ce que les femmes de la RDC sont à fond dans le business, dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles veulent vraiment du leadership, selon vous? Alors, ça sera la même question pour vous. C'est vrai qu'il y a deux écoles, Aristote l'a bien souligné. Il y a l'école où on se dit on veut avoir un mari, un bon mariage, et puis basta. Et puis il y a l'autre école où on se bat et on essaie d'aller de l'avant. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes, alors je ne sais pas, Sarah, tu me diras parce que tu les repères bien, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui, justement, ont envie d'avancer, ont envie de devenir de grandes dames. Et ce que je trouve très remarquable en ce moment, c'est une solidarité féminine aussi.
entre femmes entrepreneurs, en général, il suffit d'une rencontre pour qu'on échange nos numéros et qu'il y ait vraiment une solidarité. Demain, si j'ai besoin de barres de fer, j'irai voir Laetitia. Enfin, donc il y a vraiment une solidarité à laquelle je tiens, qu'il n'y a peut-être pas chez les hommes entrepreneurs. Là-bas, il y a peut-être un peu plus de rivalité, je ne sais pas. Ok. Alors, vous la complétez? Moi, j'ai quand même fait quelques recherches en fait quand j'ai reçu le thème et tout ça. Je voulais quand même savoir s'il y a réellement eu de l'évolution ou si on est encore en train d'évoluer petit à petit. Et donc, pour aller d'abord dans le sens de Ticia, j'ai découvert en fait que selon le ministère de l'Industrie, en RDC, il y a 6 000 femmes qui détiennent des petites et moyennes entreprises et 4 000 qui sont repérées à Kinshasa. Et donc, 6 000 femmes qui détiennent des entreprises, sans compter celles qui sont dans l'informel, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'informel, mais qui nourrissent leur famille. Exactement. Et sur une population de 80 millions d'habitants, c'est trop peu. Ouais. C'est trop peu. C'est vraiment rien à voir avec 1%. Justement, rien à voir. Et cette évolution, on peut même la voir aussi dans le monde politique. Au Parlement, il y a 500 sièges, mais on n'a que 50 femmes à l'Assemblée nationale. 10%. Ouais. Au Sénat, il y a 100 sièges, mais on ne compte que 19 femmes. Et aux législatures passées, il n'y avait que 5 femmes au Sénat. Okay. Au gouvernement, il y a 83% d'hommes et 17% de femmes. Alors, 60 ans après l'indépendance, avec ce genre de chiffres, bon, on peut dire qu'il y a... L'évolution, c'est en train de venir, en fait, mais on n'est pas encore arrivé. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Les femmes compétentes en RDC, c'est pas ça qui manque. Les femmes qui ont cette envie d'entreprendre, qui entreprennent, ça ne manque pas en RDC. Toutes ces femmes qui vendent du pain, qui vendent des légumes, ce sont des entrepreneurs. Mais pourquoi elles sont pas répertoriées? Parce qu'en fait, elles sont dans l'informel. Il faudrait qu'on aide ces femmes à bâtir des industries avec ce qu'elles font. Les femmes qui vendent des légumes, c'est toute une industrie. Normalement, à l'étranger, c'est toute bien structuré. Justement, voilà. C'est bien structuré. Ouais. C'est elles qui nous nourrissent. Elles sont nombreuses. Au Grand Marché, à Gambela, à Zando, à Samba Zigida. Elles sont nombreuses, ces femmes-là. Et si on ne les a pas notées parmi ces 6 000 qui sont répertoriées par le ministère, en fait, c'est parce qu'elles sont dans l'informel. Je pense qu'on a du chemin à faire. Dans 40 ans, on aura 100 ans. Et je réfléchis dernièrement avec des amis pour dire, je me voyais moi, quand j'aurai 60 ans, à quoi va ressembler ma vie? Est-ce que je serai comme la RDC où on ne sait pas trop ce qui... Belle réflexion, la clame quand même. Mais après, on s'est dit, dans 40 ans, le pays aura 100 ans, il faut qu'on se lève, quoi. Il faut qu'on se lève, sinon... Sinon, on ne sait pas à quoi Vous rajoutez quelque chose? Oui, je voulais rebondir à cette intervention. Je suis complètement d'accord avec Sarah. C'est vrai que non seulement c'est générationnel, ça veut dire que ça va venir avec le temps. Je suppose que nos enfants auront peut-être un peu plus l'âme d'entrepreneur. Aristote parlait de son père qui était contre la femme en entreprise ou entrepreneur. Ouais. Mais les enfants d'Aristote, je suppose qu'ils seront poussés à aller le plus loin possible. Donc je pense que c'est générationnel. Et effectivement, ça manque aussi de structure. Sarah parlait de toutes ces mamans qui vendent au marché. Effectivement, ce sont des femmes entrepreneurs. Mais sauf qu'il n'y a pas de cadre. Et la maman qui va au marché, il faudrait qu'on lui donne des outils pour que demain, elle ait sa supérette, en fait. Et après-demain, elle ait un supermarché. Oui. Alors, vous, sincèrement, je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des copines, vous voyez tout ce qui se passe. Dans BB1, on parle souvent des entrepreneurs qui se cachent derrière le mot entrepreneur. Ça veut dire que c'est des femmes qui répertorient quelques pays où il y a des hommes qui fréquentent facilement des femmes et qui donnent quelque chose. Et elles partent n'ayant rien en poche, elles rencontrent ces hommes, elles touchent de l'argent après avoir fait certaines choses. Comptez les noms ici. Elles reviennent en fait avec 3-5 sacs, elles se disent entrepreneurs. Mais il y a cette vague en fait qui tourne aussi, quelqu'un qui revient avec 10 babouches. Mais quand tu calcules le transport qu'elle a dépensé, l'iPhone qu'elle a payé pour elle-même, les 20 cabellos pour elle-même, le voyage et tout ça là, on se dit mais est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ou c'est de l'escroquerie? Et d'ailleurs, franchement, on voit plus en fait les femmes qui font ça. Est-ce que vous voyez de quoi je vais parler d'abord? Oui, je vois de quoi vous parlez. Alors, moi, je voudrais entre Brazzaville et Dubaï, en passant par l'Afrique du Sud, continuez. Moi, je dirais que ce n'est pas de l'entrepreneuriat.
comme on a dit, le mot est très mal utilisé actuellement. Tu vois, tout le monde s'est dit entrepreneur. Pourtant, il y a entrepreneur et entrepreneur. Vous voyez, et les vrais entrepreneurs, c'est qu'ils font sur terrain, sur voie. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai réussi à avoir une forte base de données des expatriés. C'est peut-être les filles qui entreprennent aussi autrement. Elles ont peut-être aussi une base de données des expatriés. Mais moi, je l'ai eu autrement. Parce que avant de faire ce que je faisais ici, je vendais des légumes et des tomates. Donc du coup, je réfléchissais, je me disais, bon tiens, il y a beaucoup d'expats ici, il y a des expatriés qui n'aiment pas faire le marché. Vous voyez, ils n'ont pas le temps, soit ils sont tout le temps busy. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, j'ai commencé à aller chercher des clients, j'ai fait du porte-à-porte pour trouver des gens qui veulent se faire livrer des légumes ou des tomates. J'ai fait ça quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'ai parti à l'université, à Leadership Academia. Et le soir, je partais à l'université et le matin, j'ai cherché des clients. Alors, petit à petit, j'ai commencé à avoir des clients. Maintenant, on faisait des commandes un jour avant, par mail. Et puis, le lendemain, je pars livrer 2, 3 clients. Et puis, quand tu fais des bonnes choses, en fait, tu n'auras même pas besoin de faire de la publicité parce que moi, j'avais jamais fait la publicité à l'époque. C'est les gens qui parlaient, en fait, de moi. Ces mêmes expatriés là parlaient de moi. Donc, du coup, je commençais à avoir des marchés des bouches à l'oreille. C'est pour dire qu'on peut avoir la même base de données, mais nous ne faisons pas les mêmes activités. Vous voyez? Donc, il est important de savoir comment bien faire les choses. Parce que quand tu fais bien les choses, même Dieu, il voit, en fait. Il voit. Et il va t'ouvrir des chemins, il va t'ouvrir les portes que tu vas entrer dans des endroits que tu n'aurais peut-être jamais pu imaginer. Tu vois, c'est juste pour dire qu'il n'y a vraiment pas de saut de métier. Il y a pas de saut métier. Il y a pas de saut métier. Parce qu'à l'époque, il y a même des amis. Hein, parce que moi, quand j'ai eu mon diplôme, après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ah, Laetitia, elle vend des tomates maintenant et des légumes. Vous voyez? Mais moi, j'ai réussi à me faire une base de données avec ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être les mêmes personnes qui sont des chefs d'entreprise. Et si j'ai besoin de mes mitrailles, eh ben j'appelle. On m'appelle. OK, viens chercher. Tu prends, sans problème. Vous voyez? Donc, il n'y a vraiment pas de saut métier. Et il faut savoir comment entreprendre dans le bon sens. Très bien dit. Alors, on va commencer à chuter à partir de vous parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, j'aimerais en fait que vous puissiez regarder cette caméra-là. Il y a des jeunes femmes qui vous suivent aujourd'hui qui ont besoin de comprendre réellement que ça fait 60 ans. Ces 60 ans, ce n'est pas notre âge, mais que nos grands-parents, que nos parents ont eu l'indépendance et que nous faisons la suite. Et que eux, à leur époque, ils se sont battus une indépendance après plusieurs années et que nous devons aussi ajouter notre pierre. Et pour cette pierre, il faut des femmes. J'aimerais que vous puissiez dire quelques mots à ces femmes-là, de façon qu'elles comprennent qu'elles sont utiles à la société et au développement de la RDC. Merci beaucoup, Yoshi. Je vais commencer par mon expérience, de l'expérience que j'ai à l'étranger, de ce que j'ai vu. J'aimerais renchérir aussi sur ce que j'ai déjà dit. En réalité, tous les pays qui se sont développés ne se sont pas développés que par les hommes. Ces pays-là se sont développés parce que les hommes ont compris l'utilité des femmes dans la société et les ont incorporées dans le processus. Notre pays, c'est un pays qui est en développement. Nous espérons atteindre l'émergence. Et pour atteindre l'émergence, la condition sine qua non, c'est vous, mesdames qui me suivez. Nous avons besoin de vous. Il faut comprendre que vous êtes utile pour cette société. Il faut comprendre l'importance de vous former. Parce que c'est vrai, vous réclamez à juste titre la parité, mais c'est impossible de pouvoir rivaliser avec des hommes si déjà vous ne détenez pas le même bagage que ces hommes-là. C'est-à-dire il faut vous former, il faut saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et je pense qu'après que vous soyez majoritaire à être suffisamment formé et outillé, le processus de développement de ce pays va commencer parce qu'il est temps enfin qu'on décolle. Parce que 60 ans après, sur tous les secteurs, nous ne faisons que régresser. Je vais rebondir sur le discours du président qui avait donné une statistique qui m'a fait mal. Rapidement. Oui, rapidement. En 1960, le PIB par habitant, qui est le produit intérieur brut, était de plus de $1 000. Aujourd'hui, il est de
$400. Vous voyez que la régression est assez lamentable. Donc il est temps vraiment de relever la pente et de redonner l'image, de redonner une image positive à notre pays. Et pour ce faire, nous avons besoin de vous, les dames. Voilà. Ok. Alors, Nacha, un bye-bye à nos téléspectateurs. Un petit mot de la fin, peut-être des conseils aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi et j'espère que vous avez très bien entendu ce que nos amis ont dit tout à l'heure et nous vous prions vraiment de prendre acte, de noter et de vraiment mettre en pratique tous les conseils qu'ils nous ont prodigués, nous tous. Et nous vous disons merci beaucoup de nous avoir suivis et j'espère que ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Bien dit. Alors, Sarah, nous sommes en train de chuter. J'aimerais que vous fassiez comme lui, un peu rapidement. Est-ce que vous pouvez donner des conseils à quelques téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Alors, à tous ceux ou celles qui vont nous suivre, ça sera le soir. Le soir, peu importe l'heure. Voilà. Peu importe l'heure, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un, crois en tes rêves. Peu importe que ça semble être petit, peu importe le quartier dans lequel tu vis, peu importe ton âge, crois en tes rêves et lance-toi. Très bien dit. Alors, Ticia, la quinoa est déjà disponible. Il y a des points de vente. Comment on fait pour se procurer? Il y a des réseaux sociaux, un numéro? Effectivement, c'est disponible dans les supermarchés, mais aussi dans les alimentations. Okay. Et puis, on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc, on peut suivre notre actualité facilement. Ok, aussi quelque chose à dire, des conseils? Alors très rapidement, le conseil que je donnerais, c'est pour pas me répéter ou répéter ce qu'on a déjà dit auparavant, au lieu d'espérer avoir un mari directeur, souhaiter devenir directrice. Très bien dit. Alors je vais lever ma main directement pour vous dire bye bye avec tout le monde sur ce plateau. On lève, bye bye. On s'acclame, non?